Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là pour cette table ronde sur les technologies de l'avenir et merci d'être aussi nombreuses et nombreux, ça fait vraiment plaisir pour venir entendre parler donc de technologie. On va essayer de plonger ensemble dans les méandres de l'innovation technologique et scientifique, un monde bien à la frontière entre les sciences et la science-fiction. Mais pas seulement. L'innovation, elle oriente aussi la société, ou serait-ce peut-être l'inverse? Certaines grandes innovations présentées comme libératrices pour l'humanité, comme le moteur à explosion par exemple, peuvent se retrouver finalement aliénantes et génératrices de problèmes, notamment écologiques. Donc on voit bien que l'innovation, elle a toujours deux aspects. Pour que la Terre reste habitable, ne faudrait-il pas renoncer parfois aux technologies, comme par exemple des technologies zombies, qu'on pourra aborder un terme qu'on pourra aborder tout à l'heure. Comment faire le tri dans ces technologies? Comment se réconcilier aussi avec une certaine forme de progrès technologique en pleine période d'éco-anxiété? Voilà des belles questions qu'on va parcourir avec trois intervenants inspirants. On va commencer par présenter Alexandre Monin, qu'on peut applaudir. Donc Alexandre, vous êtes philosophe du numérique, vous vous êtes d'abord intéressé à l'architecture du web et désormais vous vous intéressez surtout aux questions environnementales avec l'angle particulier de la redirection écologique. Vous dirigez un master stratégie et design pour l'Anthropocène. Anthropocène, c'est justement à mon avis un terme qui va surgir dans cette table ronde et qu'on va discuter. Vous avez publié récemment Politiser le renoncement chez Divergence, un livre dans lequel vous utilisez un autre terme donc que celui de décroissance ou de sobriété, celui de renoncement qu'on pourra discuter tout à l'heure, la question de renoncer de manière non brutale à certaines technologies. Vincent Bontemps, qu'on va applaudir aussi. Vincent, vous êtes également philosophe, directeur de recherche en philosophie des sciences au CEA. Et vous vous intéressez particulièrement aux dynamiques de l'innovation, à l'émergence des grandes idées scientifiques. Et vous venez de publier Au nom de l'innovation, finalité et modalités de la recherche au XXIe siècle aux éditions Les Belles Lettres. Et vous pensez, vous nous l'expliquerez, que progrès technologique et décroissance peuvent être liés. Enfin, nous avons Théodore Bouchez, que vous pouvez applaudir. Boucher peut-être, je sais. Boucher, pardon. Théodore Boucher, donc chercheur à l'INRAE, où vous dirigez le laboratoire Procédés techniques au service de l'environnement, ce qui donne en simplifiant PROSE, voilà, la poésie acronymique des labos scientifiques m'étonnera toujours, et vous êtes impliqué dans la recherche autour des biotechnologies environnementales, qui peuvent être électromicrobiennes, bioraffinées, voilà, on va expliquer tout ça, et vous nous ferez découvrir donc tout un monde étonnant qui feront peut-être partie des technologies d'avenir. Voilà, donc un beau programme en perspective. Pour commencer, justement, je voulais vous proposer de discuter un petit peu justement de ces deux facettes de l'innovation technologique. Et quand on discutait avant cette table ronde, Vincent, vous m'avez parlé d'une histoire d'une usine marémotrice de la Rance. Et est-ce que vous pourrez nous réexpliquer un petit peu ce que vous m'aviez dit? Parce que je trouve qu'elle illustre bien ce côté double face de l'innovation. Alors oui. Je suis un spécialiste d'un philosophe français des techniques du XXe siècle qui s'appelle Gilbert Simondon. Et il a publié en 1958 un ouvrage qui s'appelle Du mode d'existence des objets techniques, qui est encore la référence principale pour les philosophes des techniques, dans lequel le paradigme de l'invention était un objet qui est une turbine inventée par Jean Guimbal. Et alors cette turbine lui paraît particulièrement intéressante comme résolution de problèmes et comme invention. Je ne vous la décrirai pas là aujourd'hui, mais dans son livre, on voit une note qui dit « Et c'est cette turbine qui doit être intégrée aux usines marémotrices françaises ». Et donc en fait, on est dans la technologie fiction. Il écrit en ayant de l'information à partir de la publication du budget et de la planification. Dans les faits, il n'y a qu'une seule usine marémotrice qui sera construite, qui est celle de la Rance. D'accord ? Et il y a quelque chose de connu, c'est quand vous installez ce type de dispositif, ça a évidemment des conséquences pour l'écosystème préexistant. Donc ce qui se passe, c'est que vous utilisez la force des marées pour produire de l'électricité à travers cette turbine. Alors aussi, petite note, mais sans incidence, en réalité, ce n'est pas la turbine Guimbal qui a été installée dans ce dispositif. Mais, on est en quelle année à peu près je pense que c'est dans la France gaulienne que ça a été, ça doit être 62, 63 ou quelque chose comme ça, qui a été construite l'usine marémotrice de la Rance. Ceux qui ont un téléphone
téléphones portables peuvent me corriger tout de suite. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça arrête le mouvement naturel des marais. Donc, il y a un envasement et une désalinisation des eaux en amont. Et ce que n'avait pas pris en compte, en tout cas pas anticipé Gilbert Simondon de façon explicite, c'est que ça provoque un effondrement de l'écosystème antérieur. Donc, c'est ça qui a été constaté 4-5 ans après. Et il faut avoir une vision dynamique des écosystèmes. Il y a la vision de Gilbert Simondon, son grand apport, c'est de penser les objets techniques en relation avec leur milieu associé, justement avec ce milieu dans lequel ils sont insérés, qui sont les conditions de possibilité de son fonctionnement, mais qu'il contribue lui aussi à faire exister. Et le progrès pour lui, c'est d'avoir des objets de plus en plus durables, de moins en moins autodestructifs, mais aussi qui ont une relation de plus en plus durable avec leur environnement, donc qui l'entretiennent. Et donc il y a un autre écosystème qui s'est mis en place. Il y a une espèce très opportuniste qui est celle des moules, par exemple, qui a trouvé des conditions plus favorables. Et du coup, les moules ont aussi attiré un certain nombre de prédateurs particulièrement intelligents, comme les poulpes et les dauphins, qui, voyant quand les vannes s'ouvraient, rentrent dans ce garde-manger, se servent et puis ressortent, voilà, avant que les vannes se referment. Et donc on a déjà cette vision, on va dire, dynamique de l'écosystème, mais il ne faudrait pas prétendre que le nouvel écosystème est aussi riche que l'ancien. On pourrait utiliser des indicateurs de biodiversité pour mesurer, et ils montreraient très certainement un appauvrissement du fait de l'insertion. Donc, première conclusion, un dispositif, il s'insère, il transforme son milieu associé, et dans la vision des ingénieurs, la prise en compte, on va dire, des conditions d'individuation biologique antérieure n'est pas toujours prise en compte. L'impact peut être tout à fait ignoré au moment de la conception. Mais la deuxième chose auquel on doit réfléchir, et c'est là où sa pensée nous est utile, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui réfléchissait en niveau de relation, d'abord de façon relationniste, et suivant des échelles. Et donc le milieu associé, il a différentes échelles. Et sa compréhension de l'évolution technique et du progrès a de plus en plus intégré, on va dire, les contraintes du maintien de la vie sur Terre aux grandes échelles de temps et d'espace. Donc si les objets techniques sont des choses qui stabilisent leur environnement local, parfois au prix d'une dégradation, comme c'est le cas là, ce sont aussi des objets dont le fonctionnement agrégé est la première cause de déstabilisation, cette fois-ci, de l'environnement à la grande échelle, comme on le voit avec le dérèglement climatique. Mais c'est à ce moment-là qu'on peut aussi réfléchir à ce que représente l'usine marémotrice de la Rance, qui est une production d'énergie verte. Donc il y a, vous voyez tout de suite la complexité pour définir ce que j'appelle la right technology, c'est-à-dire la bonne technologie au bon endroit, qui fonctionne au bon rythme et surtout à la bonne échelle. C'est-à-dire comment vous voulez produire de l'électricité, si vous voulez de l'électricité. Il est quand même peut-être mieux de la produire avec l'énergie des marées qu'avec du charbon. Donc je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans le monde réel économiquement, mais le fait est qu'à travers cet exemple de l'usine marémotrice de la Rance, on a un dispositif qui incontestablement a un impact négatif, relativement négatif, sur son milieu associé au plan local, mais dont on peut considérer l'intégration dans notre système technique en général comme quelque chose de plutôt bienfaisant si ça vient se substituer à d'autres dispositifs qui, eux, produisent du CO2 et déstabilisent l'environnement à grande échelle. Donc c'est cette sorte de complexité que j'aime à déployer à travers cet exemple. Oui, je trouve que c'est un très bon exemple. Merci Vincent pour ouvrir cette table ronde et montrer la complexité qu'il peut y avoir derrière notre rapport à la technologie et qu'est-ce qu'on met en avant ou pas. Et alors, on parlera des Right Tech un peu plus tard dans la table ronde, mais peut-être pour commencer, pour continuer à tisser ce trait des technologies qui peuvent avoir deux faces, on peut peut-être commencer par parler plutôt de technologie vivante et technologie zombie. Et ça, Alexandre, est-ce que c'est des termes que vous utilisez beaucoup? Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ces termes et nous dire un petit peu d'où ils viennent et qu'est-ce qu'on met derrière? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation au festival. Je suis ravi d'être là. Effectivement, cette distinction entre technologie vivante et technologie zombie, on la doit à un physicien belge contemporain qui s'appelle José Alloy et qui en fait essaye de
de caractériser les technologies actuelles, qui sont effectivement plutôt pour lui des technologies zombies, c'est-à-dire des technologies. Moi, j'avais proposé de synthétiser un petit peu sa réflexion de la manière suivante, mais évidemment, on peut développer ça, mais qui seraient des technologies basées non pas sur des ressources renouvelables, mais sur des stocks, en tout cas à l'échelle humaine, parce que le pétrole, à l'échelle cosmologique, il est renouvelable, mais pas à l'échelle humaine. Donc, se pose la question immédiatement de la disponibilité, de l'accessibilité de ces matériaux sur de très longues échelles de temps, parce que lui essaye de se projeter sur des échelles de temps très longues. C'est un petit peu la spécificité de sa réflexion, c'est qu'il essaye de penser des technologies soutenables à l'échelle, pas de quelques dizaines d'années, pas à l'échelle des siècles, mais à l'échelle des millénaires, ce qui n'est pas vraiment la manière dont on envisage depuis pas mal de temps les technologies. Par ailleurs, ce sont des technologies qui ont, alors ça c'est moi qui ai un peu ajouté, mais une durée de vie à l'état de fonctionnement minimal. L'exemple idéal de ce point de vue-là serait le smartphone, pour diverses raisons. Il y a différents types d'obsolescence en la matière, logiciel, matériel, marketing, etc., etc., et qui toutes en fait s'additionnent, puisque c'est le premier facteur évidemment qui joue, qui fait que l'objet tombe, l'objet n'est plus utilisable. Smartphone en moyenne, on dit que c'est un renouvellement tous les 2 ans. Pour un tel déploiement de technologie quand même très très avancé, c'est évidemment pas du tout soutenable. Et je dis ça pas du tout sur un mode moralisateur, hein. Moi-même j'en ai un, donc, mais effectivement j'ai depuis 6 ou 7 ans, mais c'est un peu mieux que 2 ans, mais 2 ans ça va pas. Et puis par ailleurs, qui à l'état de déchets, par contre, ont une durabilité très forte. C'est pas le type de durabilité qu'on recherche, hein. C'est la durabilité de quelque chose qui est problématique et qui n'est pas, en l'occurrence, digéré ou digestible par les grands cycles biogéochimiques. Parce qu'il n'y a pas de cycle du silicium, de l'indium, du gallium et de toutes ces ressources. Par conséquent, ça reste après dans les couches géologiques et les couches actuelles typiques de l'Anthropocène. Donc la nouvelle époque marquée par les conséquences des activités humaines et industrielles, zombies, on va dire. C'est une couche géologique à base d'agglomérats, de plastique, d'eau de poulet et de déchets du numérique. Ce qui n'était pas le cas des couches géologiques antérieures. Donc là, on voit vraiment une marque un petit peu de nos activités récentes. Et à l'inverse, les technologies vivantes seraient des technologies basées non pas sur des stocks, mais sur des renouvelables, qui dureraient le plus longtemps possible à l'état effectivement en fonctionnement. Donc ça pourrait être réparable, ça pourrait être des technologies un peu plus conviviales de ce point de vue-là. Et puis ce seraient des technologies effectivement qui rentreraient dans les grands cycles biogéochimiques, donc qui seraient digérées aussi par ces cycles-là. Alors, comme je l'indiquais, nos technologies aujourd'hui, elles sont très largement des technologies zombies. Il n'y a quasiment pas de technologies vivantes actuellement. En tout cas, elles sont la portion est congrue par rapport au déploiement de technologies zombies. Et donc l'enjeu, c'est pas simplement de dire il faut sortir des technologies zombies parce que aujourd'hui on a que ça. Donc voilà, il faut sortir des technologies les plus zombies, arriver à dézombifier en partie nos technologies pour aller derrière vers soit des technologies vivantes, soit des modèles qui nécessitent moins de technologies en général ou de technologies zombies en particulier. Et de ce point de vue-là, tous les débats, notamment autour de l'électrification de la voiture, sont une illustration de ça, puisque la voiture électrique, c'est une technologie zombie. Très clairement, mais c'est une technologie zombie décarbonée et qui peut être une étape vers un changement effectivement de modèle. Et là, ça demande des ajustements, des arbitrages, donc aussi des renoncements. Par exemple, alors il y a tout un ensemble de débats. Certains diront beaucoup de désinformation aussi sur la question de la voiture électrique, donc je ne vais pas rentrer dans le débat ici, mais typiquement, par exemple, un SUV électrique, c'est toujours une mauvaise idée. Dans tous les cas, ça ne devrait pas exister en fait, mais le SUV fossile non plus. Par contre, aller vers quelques véhicules électriques et peut-être une réduction du parc avant d'aller vers une refonte du modèle de mobilité, ce qui là prend beaucoup plus de temps, parce que quand on a un modèle infrastructurel, social, technique qui a été implémenté pendant des décennies, basculer vers un autre modèle, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et donc il faut aussi des étapes. Mais évidemment, ces étapes-là, elles ne doivent pas être des finalités en soi. L'idée, ce n'est pas de maintenir ce système-là avec l'électrification, avec des SUV partout, qui serait dans tous les cas une mauvaise idée, mais c'est d'arriver justement à
voir vers quelle mesure un peu d'atterrissage on peut aller demain, mais avec une finalité qui est effectivement une refonte du modèle, parce que c'est ça la vraie dézombification de la mobilité. Donc voilà, il faut articuler des temporalités qui sont différentes. Donc on est bien d'accord, technologie zombie, ça n'a pas de rapport avec est-ce qu'elle est carbonée ou non carbonée, durable ou non durable, c'est un autre concept. C'est ça, c'est une autre manière d'aborder les choses. Alors il vaut mieux une technologie zombie décarbonée que carbonée, ça c'est sûr. Après, des technologies absurdes, zombies et décarbonés, c'est pas une bonne idée non plus. Et effectivement, dans l'exemple des SUV, de toute façon, les SUV, c'est une mauvaise idée dans tous les cas. Même les amateurs de voitures n'aiment pas les SUV parce que c'est juste prendre une petite voiture et mettre une armure autour, ça n'a aucun intérêt. Et d'une certaine façon, le SUV, c'est peut-être la voiture de la fin de la voiture. C'est-à-dire on sait qu'on va en vendre moins, donc on en vend des plus grosses qui coûtent plus cher, parce que derrière, effectivement, voilà, il n'y aura pas forcément un marché très très longtemps. On essaie de capter la valeur. Donc c'est la pire voiture, c'est la dernière voiture d'une certaine manière. Enfin, on peut le voir comme ça. Mais effectivement, électrifier des SUV, c'est une mauvaise idée. Il y avait un rapport qui montrait en début d'année que, par exemple, pour le parc automobile américain, si on maintenait des SUV et l'offre de voitures telle qu'elle est aujourd'hui, les besoins en termes de métaux pour fabriquer finalement ces voitures-là étaient absolument gigantesques et qu'il fallait pour demain envisager en fait une refonte du système de mobilité, garder quelques voitures, aucun SUV, et dans ce cas l'empreinte environnementale du modèle de mobilité qui en ressortait était, je crois, 92% plus faible que d'électrifier le modèle actuel. Donc on voit bien que c'est effectivement dans ces directions-là qu'il faut aller. D'accord. Alors Théodore, vous forcément, vu que vous travaillez avec le vivant, vous êtes automatiquement dans les technologies vivantes. On va voir si elles peuvent se zombifier peut-être. On reviendra tout à l'heure un petit peu plus en détail sur certains cas que vous nous avez amenés, que vous allez nous montrer. Mais peut-être pour commencer, dites-nous un petit peu ce que vous faites, sur quoi vous travaillez. Oui, donc effectivement, comme vous l'avez dit, je suis biotechnologue. Donc je travaille sur en particulier l'utilisation des micro-organismes. Donc je fais des biotechnologies microbiennes. Pour nous aider, en l'occurrence, à transformer la matière organique de nos déchets et de nos eaux usées, donc le carbone et l'énergie qu'elles contiennent, et d'essayer d'en faire des produits utiles pour la société. Donc, en quelque sorte, par rapport aux deux interventions, on travaille dans une logique de bioéconomie, c'est-à-dire d'utiliser la matière organique renouvelable des cycles biogéochimiques courts, pour essayer de créer des boucles de circularité, pour réutiliser l'énergie et le carbone qui sont contenus dans ces déchets qui sont désormais envisagés comme des bioressources, pour essayer d'en faire des produits utiles pour la société. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que ma source d'inspiration, ce sont les micro-organismes et l'histoire naturelle de la Terre. Donc il faut savoir que les micro-organismes, c'est les habitants les plus nombreux de la Terre. Ils sont aussi les moteurs biogéochimiques de notre biosphère. Donc, l'humanité crée des déséquilibres climatiques qui se traduisent par des déséquilibres des cycles biogéochimiques du carbone. Mais lorsqu'on regarde les flux émis par l'humanité en comparaison des flux mobilisés par les micro-organismes, il y a plusieurs facteurs multiplicatifs de différence. C'est simplement qu'effectivement, on est dans un écosystème terrestre en équilibre et que l'humanité apporte un déséquilibre en émettant davantage de carbone et en émettant du carbone sur lequel il n'y a pas tout à fait de boucle de rétroaction parce que c'est du carbone fossile. Et donc nous, on essaye de mobiliser le carbone à cycle court, celui de la biomasse, pour essayer de substituer un certain nombre de produits issus du pétrole. Voilà. Vous faites travailler les microbes pour nous, quoi, en gros. Voilà. Et donc, effectivement, on regarde dans l'histoire naturelle de la Terre. C'est assez fabuleux de se rendre compte qu'à chaque fois que dans les milliards d'années, voilà, les 4,5 milliards d'années, et en fait à peu près les 3,5 milliards d'années au cours desquelles il y a eu des microbes sur notre Terre, à chaque fois qu'il y a eu des environnements qui contenaient un peu d'énergie libre, donc de l'énergie utilisable, des ressources élémentaires, du carbone, de l'azote, du phosphore, sur des temps suffisamment longs pour permettre le développement et l'évolution de la vie, vous avez des communautés microbiennes qui se sont développées. Et donc ça nous donne toutes sortes d'idées en tant que biotechnologue pour essayer de les mobiliser, pour essayer de réinscrire et
de construire des outils technologiques qui permettent d'accélérer ces cycles biogéochimiques à partir des productions de déchets, d'eau usée de nos sociétés. Voilà. Et donc c'est l'objet de nos travaux de recherche à INRAE. Ça a l'air passionnant. Donc, tout à l'heure, on montrera un exemple, mais juste là, peut-être par rapport à ces concepts de technologie vivante et technologie zombie dont on a discuté, est-ce que ça vous évoque, vous, de votre œil scientifique, quelque chose ? Effectivement, ça résonne beaucoup. Effectivement, quand Alexandre parle de cycle biogéochimique, effectivement, nous, on essaye de s'inspirer de ces cycles biogéochimiques et de leur observation pour essayer de mobiliser, en l'occurrence, les ressources microbiennes qui catalysent ces transformations dans la nature. Simplement, du fait des concentrations humaines à l'heure actuelle et on est obligé d'accélérer ces processus. On dépasse de très loin les capacités auto-épuratrices des milieux qui pouvaient suffire avant l'ère industrielle pour atténuer la pollution générée par les collectivités humaines. Là, aujourd'hui, on est obligé de mobiliser les technologies pour essayer d'accélérer ces processus biochimiques. Donc l'idée, c'est bien de les accélérer tout en continuant à s'inscrire dans ces cycles tels qu'ils existent, dans la mesure du possible. Donc c'est possible pour un certain nombre d'éléments majeurs comme le carbone, l'azote, le phosphore aussi, en partie. Mais effectivement, quand on s'intéresse à des objets qui mobilisent du silicium ou d'autres ressources, là, c'est probablement à nos sociétés d'essayer de repenser ex nihilo des boucles de circularité. Voilà. Donc ça, c'est pas tout à fait mon domaine, donc j'en parlerai pas. Mais moi, je suis plutôt dans l'utilisation des microbes pour inscrire les déchets de nos sociétés dans les grands cycles biogéochimiques et en accélérant les processus naturels et parfois en mobilisant des processus qui sont un petit peu éteints ou qui ont eu lieu dans le passé ou qui ont lieu dans des environnements très spécifiques, mais essayer de les utiliser en les intensifiant pour recréer ces boucles de circularité. Bien. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous avez un exemple ? Vous parliez d'histoire de la Terre, 3,5 milliards d'années. Est-ce que vous avez un exemple d'un des moments, moi j'en ai peut-être quelques-uns en tête, mais où il y a eu vraiment ces actions microbiennes qui ont modifié l'état de la planète ou l'état de l'atmosphère ? Peut-être pour qu'on comprenne bien à quel point ces actions-là, elles peuvent être puissantes. Oui, alors, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère. C'était la première grande catastrophe écologique, puisque la vie est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années. Bon, il y a des débats sur la question, mais on va dire à peu près autour de 3,5 milliards d'années, dans un environnement terrestre où l'atmosphère ne contenait pas d'oxygène. Donc elle était essentiellement à l'état microbien, elle s'est développée à partir d'une certaine ressource minérale et d'énergie qui existait. Et puis au bout d'un moment, comme je disais, finalement, les micro-organismes, si vous leur donnez des ressources élémentaires et une ressource d'énergie, ils finissent par trouver un moyen de l'exploiter. Et à un moment donné, sont apparus des micro-organismes qui ont inventé, entre guillemets, la capacité à utiliser une source d'énergie abondante sur Terre, c'est l'énergie solaire. Et donc, ils ont inventé, entre guillemets, la photosynthèse. Et pas de chance, le déchet de cette technologie biologique, enfin je ne sais plus quel était le terme exactement, technologie vivante, c'était l'oxygène. Et l'oxygène, à l'époque, c'était un oxydant puissant. Il y a un certain nombre d'organismes qu'on appelle aujourd'hui les organismes anaérobies qui ne supportent pas l'oxygène. Et donc ça a créé toutes sortes de dérèglements et de bouleversements dans la biosphère. Donc cet oxygène, lorsqu'il est devenu... donc il y a eu probablement des remaniements, et donc c'est là on peut faire un peu aussi le parallèle avec ce que disait Vincent. Il y a eu probablement des bouleversements assez majeurs dans la communauté microbienne qui peuplait la Terre à l'époque. Mais à l'issue de ça, il y a eu un dépassement, puisque lorsque le vivant a de nouveau inventé cette capacité à exploiter l'oxygène, donc ça a ouvert des nouveaux horizons aux organismes, puisque l'oxygène a cette faculté de
de permettre une libération d'énergie beaucoup plus importante à partir d'énergie chimique réduite. Alors je suis désolé, c'est un peu technique, mais lorsqu'on a des composés chimiques qui contiennent de l'énergie, lorsqu'on les exploite à partir de l'oxygène, comme nous le faisons, quand nous respirons, on libère beaucoup plus d'énergie que quand on l'exploite avec d'autres types d'accepteurs d'électrons, c'est-à-dire de composés qui sont capables de jouer le rôle de l'oxygène. Et qui sait, ça se trouve, nous, on prépare là une nouvelle espèce, un super environnement plein de CO2. Voilà. Peut-être, mais il faudra passer probablement par une phase de crise telle que... Voilà. Enfin, si on essaye de s'imaginer ce qu'a pu être la crise d'apparition de l'oxygène, c'était probablement assez majeur. Et donc, du coup, pour finir cette histoire, donc l'émergence de la vie complexe et à l'échelle macroscopique, telle qu'on l'a définie aujourd'hui, a été permise par cette capacité métabolique supplémentaire conférée par cet oxygène qui était à l'origine un déchet, un poison puissant, mais qui a aussi permis une évolution, une transition vers la vie complexe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ah bah bien sûr, oui. Il y a quelque chose quand on essaye de définir le progrès technologique ou même le progrès biologique des individus qui s'adaptent à leur environnement. Ça marche tant qu'on compare une espèce avec celle qui les précède immédiatement, parce qu'on présuppose en fait une adaptation par rapport à un système homéostasique, relativement stable ou en évolution lente. Et dans ce cas-là, on a un critère, on voit ah oui, les espèces se succèdent, elles sont plus adaptées. Mais si on prend tout d'un coup une échelle de temps beaucoup plus grande, où sont intervenues justement des transformations majeures de l'environnement, ce critère ne fonctionne pas. Donc si on cherche un critère du progrès à très très grande échelle, et ben en fait ça correspond, enfin les gagnants c'est les bactéries quoi. Elles seront toujours là, mais du coup ça donne pas beaucoup de variété ni d'évolution vers la complexité. Donc il faut se méfier quand on arrive à un moment donné où on change de plage d'homéostasie là, comme on est en train de le faire. C'est très brutal dans tous nos critères d'évaluation. Hein. Oui, mais merci pour cette histoire d'histoire de la Terre, parce que ça montre aussi que quand même ces technologies vivantes, là typiquement, elles ne font pas que maintenir l'équilibre, elles peuvent aussi créer du déséquilibre. Maintenant, et je crois que vous nous avez amené un exemple de tuba microbien. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui. Donc il doit y avoir une image qui va donc le slide du tuba microbien, s'il vous plaît. Ouais. C'est promis sans équation. Il y a un joli dessin, oui. Ça devrait pouvoir être compris. Peut-être racontez-nous un petit peu ce que c'est le temps que l'image arrive. Donc peut-être pour introduire quelques concepts qui sont derrière. Donc le vivant a besoin d'énergie libre, enfin d'utiliser de l'énergie pour faire toutes les tâches qu'il doit réaliser, enfin qu'il est amené à réaliser. Et donc cette énergie se traduit par un flux d'électrons. C'est un être vivant, c'est en quelque sorte, c'est un peu la roue d'un moulin à eau qui tourne grâce au courant de la rivière. Et ben là, la rivière, en fait, c'est une rivière d'électrons, c'est un flux d'électrons. Donc les électrons qui sont dans les liaisons chimiques de la nourriture qu'on mange, si on prend l'exemple de l'humain, donc on mange de la nourriture et on casse les liaisons chimiques qui contiennent des électrons et on crée un flux d'électrons entre les électrons originellement dans la nourriture et l'accepteur final d'électrons qui pour nous est l'oxygène. C'est pour ça qu'on a besoin de respirer pour vivre, on a besoin de respirer pour obtenir l'énergie à partir de nos aliments. Et donc l'ensemble des êtres vivants qui doivent réaliser des actions utilisent ce flux d'électrons pour fournir leur énergie. Et donc le monde microbien a de toutes sortes de façons d'organiser ce flux d'électrons. Donc il peut utiliser de la matière organique contenue dans des déchets ou des eaux usées. Donc on ne va pas voir le tuba électromicrobien. Bon, voilà le tuba électromicrobien. Voilà. Donc et du coup, ils ont toutes sortes de façons de générer et de tirer parti de ce flux d'électrons pour tirer leur énergie. Et donc, ils n'utilisent pas forcément des molécules de nourriture ou des molécules d'oxygène pour organiser ce flux d'électrons. Ils peuvent aussi, ça peut se passer par
par des surfaces conductrices. Donc il y a des micro-organismes qui sont capables d'utiliser de la nourriture, par exemple de la matière organique contenue dans nos eaux usées, comme source d'électrons. Et ils n'ont pas d'oxygène pour décharger leurs électrons. Mais par contre, si on leur donne une surface conductrice... Donc là, c'est la surface grise, par exemple. C'est la surface grise à gauche du schéma. Ils vont déverser leurs électrons sur cette surface conductrice. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils vont générer leur énergie. Et d'autres micro-organismes qu'on qualifie d'électrotrophes sont capables d'utiliser ce flux d'électrons à la place de leur nourriture. Donc ils utilisent ce flux d'électrons directement comme source d'énergie et ceux-là peuvent par exemple utiliser l'oxygène pour relarguer leurs électrons et donc créer ainsi un flux d'électrons. Alors nous, on travaille sur les technologies de valorisation et de traitement des déchets et des eaux usées et il faut savoir que par exemple, la façon majoritaire de traiter nos eaux usées, c'est ce qu'on appelle des bassins d'aération dans des stations d'épuration. On utilise des micro-organismes et pour intensifier le processus de traitement de la matière organique, on doit leur donner de l'oxygène à travers des aérateurs, donc des aérateurs qui fonctionnent avec de l'énergie électrique. Et il faut se rendre compte que l'énergie électrique qui est consommée par les stations d'épuration pour traiter nos eaux usées représente quelques pourcents de la consommation électrique nationale, de 2 à 5%. Donc c'est important. C'est très important. Donc il y a un vrai enjeu à essayer de réduire cette consommation. Donc par exemple, c'est les 2/3 du coût d'exploitation d'une station d'épuration. Donc c'est vraiment majeur. Et donc en s'inspirant de ce qui existe dans le monde microbien, on peut imaginer que pourquoi pas, on pourrait donner à des micro-organismes un tuba de la même façon que fonctionne le tuba que vous voyez sur la droite de la diapositive. Donc on utilise un tuyau pour respirer l'air et pouvoir admirer les poissons et les coraux. En étant dans un environnement où on n'est pas capable d'exploiter l'oxygène, de cette façon-là, on peut procurer une surface conductrice aux micro-organismes qui sont dans un bassin de traitement des eaux usées et mettre ainsi en contact électrique des zones qui contiennent la matière organique, donc qui contiennent toutes sortes d'électrons à évacuer et que les micro-organismes ont envie d'évacuer, avec des zones oxygénées où, par diffusion passive à travers la surface, il y a de l'oxygène et d'autres micro-organismes peuvent utiliser ces électrons et réduire l'oxygène, donc utiliser l'oxygène pour respirer. Donc en fournissant cette surface conductrice, on fournit en quelque sorte un tuba électromicrobien dont on espère qu'il va diminuer la consommation électrique de nos stations d'épuration parce qu'on n'aura plus besoin d'injecter ou moins besoin d'injecter de l'oxygène. Et donc ça fait partie des travaux de recherche. Alors, ça ne marche pas encore, ça n'existe pas, mais ça fait l'objet de projets de recherche en partenariat avec des industriels. Okay. Et on est à un stade pilote. Donc, on a installé un pilote sur une station d'épuration. Donc, l'avenir nous dira si c'était une bonne idée ou pas. Voilà, une vraie technologie vivante. Est-ce que de cette technologie vivante, Vincent, on pourrait passer à une technologie juste ? Et est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept de technologie juste ou right tech en anglais ? Oui, pour faire chic, on utilise un mot right tech. C'était pour montrer qu'il y avait peut-être une alternative à l'opposition entre low tech et high tech. Low tech, peut-être juste. Les low tech, c'est les technologies qui utilisent très peu de puissance et qui ont besoin de très peu de ressources pour être employées. Alors en soi, elles sont très intéressantes comme alternative, mais elles ont pas forcément, on n'est pas forcément obligé de les opposer à des technologies high-tech comme celle-ci, qui visiblement réclame quand même beaucoup d'intelligence et d'ingénierie pour être mise en place, mais qui peut s'insérer dans un projet régénérateur. Et les right-tech, c'était un concept qui n'est pas au milieu, mais qui est, disons, plus protéiforme, dans la mesure où, si on veut penser les technologies d'avenir ne sont pas forcément futuristes, mais ce n'est pas exclu que ce soit des choses qui nous restent à inventer. Mais il y a forcément aussi des technologies qu'on pourrait appeler low-tech, mais qui sont en fait des solutions du passé qui sont enfouies ou à redécouvrir et qui pourraient être... on parlait de José Alloy. José Alloy dit que l'avenir du transport maritime, c'est le bateau en bois. Voilà, bateau à voile. C'est ça qui est une technologie qui est là
vous l'utilisez, le vent, la photosynthèse qui vous fournit le bois, tout ça, vous pouvez y compter dessus dans 1000 ans. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez. Et puis il y a des technologies actuelles qui restent à perfectionner, dont il faut diminuer l'impact et dont on pourrait considérer qu'elles sont high-tech, à condition de les utiliser, si vous voulez, au bon endroit, au bon rythme aussi. Hein. De toute façon, il y a un principe de moindre puissance. Tout ce que vous pouvez faire avec une faible puissance, dans l'idéal avec la puissance que vous fournit chaque jour le soleil, c'est la chose à faire. Il faut tendre vers ça. Mais je vais vous prendre un exemple justement un peu pour vous montrer à quel point c'est pour sortir du côté essentialiste, de dire il y a des bonnes, des mauvaises technologies. C'est la technologie dans son milieu, utilisée à l'échelle qui permet que l'environnement la compense. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est le moteur à explosion dont on a pris et qui est pour l'instant le paradigme de la technologie dont on veut se défaire. Tout simplement parce que son fonctionnement agrégé, en effet, est la première cause d'émissions de CO2 dans l'atmosphère et donc est une des causes de ce qui nous menace comme transformation irréversible de l'environnement. Eh bien, il y a des gens très étranges, peut-être plus étranges que les extraterrestres, qui sont les Hollandais, qui ont une agriculture qui ressemble pas du tout à notre, on va dire, notre paradigme du terroir et de l'agriculture, bien sûr, dans le sol et tout ça. Eux, ils font des serres hermétiques dans lesquelles ils font pousser des plantes de façon hydroponique, donc c'est des plantes qui ne touchent pas le sol, et elles reçoivent uniquement l'eau et les nutriments, et puis tout est consommé, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun intrant qui va se retrouver dans le sol, aucune pollution qui va rentrer dans les sols, aucune perte d'eau non plus, hein, puisqu'elles vont certes subir de l'évaporation, mais ça va rester dans la serre et être recyclé. Hein. Ce n'est pas comme arroser du maïs en plein jour, en plein été, en France. Donc là, on voit que ça, c'est le côté vraiment alien des Hollandais. Quand on peut faire de l'argent et être vertueux en même temps, ils le font, eux. Et donc, comme ils sont très malins aussi, ils font fonctionner ces serres en permanence. Et donc, il faut les chauffer en hiver et les refroidir en été. Et pour ça, ils utilisent des groupes électrogènes qui sont des moteurs à explosion qui fonctionnent avec de l'essence. Alors vous allez me dire, du coup, ils produisent du CO2. Pas du tout. Le CO2, ils le mettent dans la serre. Et ces serres sont donc... c'est le milieu associé de ces plantes. Hein, Simondon retour, voilà. Et elles sont irrespirables pour l'être humain parce que l'idéal pour une plante chlorophyllienne, hein, c'est un taux de CO2 qui est 20 fois supérieur à ce que nous on tolère pour survivre. Donc en fait, la personne qui vient s'occuper des plantes porte une bonbonne à gaz, une combinaison, mais les plantes elles sont très contentes. Hein. D'ailleurs, si vous voulez savoir, si on va vers une catastrophe carbonée, les plantes vont survivre. Vous inquiétez pas, nous on sera plus là ou on sera sous le sol, mais il y a des plantes qui vont survivre. Hein. C'est un grand moment avant qu'elles soient intoxiquées par le carbone. Donc voilà, c'est pour vous dire que dans cette utilisation-là, le moteur explosion est une high-tech. Pour vous déplacer tous les jours, tout ça, non. Mais pour être utilisé pour faire ce mode-là d'agriculture, qui n'est pas le seul, mais qui est un modèle qu'on peut imaginer viable, soutenable, dans ce cas-là, oui. Enfin, il est soutenable tant qu'on ne va pas à des milliers d'années et qu'on n'a pas épuisé tout le stock d'hydrocarbures. Mais si vous l'utilisez que pour faire ça, le moteur, le stock, il va rester longtemps. Hein. C'est ça le principe du progrès, c'est une décélération. Plus vous faites des progrès dans les rendements, moins vous utilisez d'énergie sur le stock et plus vous avez de temps pour faire d'autres choses. Si vous n'étiez pas dans un modèle économique qui utilise le maximum de puissance, qui invente des besoins toujours plus puissants, qui cherche toujours à maximiser pour maximiser aussi le profit, des choses comme ça, si vous étiez juste soumis à l'évolution du progrès, des rendements et tout ça, ça a un effet de décélération en réalité, hein, le progrès. C'est juste que c'est repris par quelque chose qui, au lieu de conditionner l'utilisation des machines et d'autres procédés, des procédés biologiques et chimiques qui sont l'autre branche de la technologie importante, si vous ne les conditionnez pas à ce que votre environnement est capable d'absorber, alors vous allez dans le mur. Mais sinon, c'est bien hein, l'évolution technologique. En règle générale, il y a des exceptions. Surtout quand elle est donc right. Et Alexandre, donc vous travaillez aussi beaucoup avec ce concept de right tech. Ce mode de justice, en fait, il implique quelque chose, c'est que du coup, il y a un juge quelque part qui décide est-ce que c'est right ou wrong, comment ça se passe, qui est-ce qui réfléchit à ça, et est-ce que c'est un concept qui est pris en compte par les industriels ou pas du tout ? C'est une bonne question, cette question du rapport à la technologie et qui va décider que effectivement une technologie est zombie ou non. Ça encore, on peut trouver des critères à mettre en place, c'est à peu près clair. Mais qu'elle soit zombie ou pas, qu'il faut la maintenir ou ne pas la maintenir.
Nous, effectivement, du point de vue de la redirection écologique, on réfléchit à ces questions. C'est-à-dire, c'est pas simplement le fait d'identifier qu'une technologie est zombie ou pas qui va induire qu'on va la maintenir ou non, puisque comme j'indiquais tout à l'heure, aujourd'hui, toutes nos technologies sont quand même assez zombies. Dans l'exemple mentionné par Vincent, on a une technologie qui est à la fois zombie et vivante, et ça qui est intéressant, c'est un mixte des deux. Donc, si on voulait en juger, on serait mal, parce qu'on serait comme l'âne de Buridan, quoi. C'est zombie et c'est vivant à la fois, et du coup, dans quelle direction je vais. Par contre, la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on ne maintient pas, et de trouver des critères qui permettent d'en juger, et qui permettent d'en juger aussi à l'échelle des territoires qui vont accueillir ces technologies, et d'avoir aussi des instances démocratiques qui permettent de mener des enquêtes pour savoir si c'est une bonne idée que de développer telle technologie, mais plus largement telle infrastructure. Alors sans aucune allusion à l'actualité, telle autoroute, tel méga-bassine ou tel élément comme ça, qui peuvent effectivement, dans l'argumentation d'ailleurs, sont soit présentés comme des exemples d'adaptation ou des exemples de maladaptation. On voit bien que là-dessus, il y a des controverses et qu'il y a un déficit sans doute d'institutions pour avoir une vraie démocratie technique sur ces enjeux-là et être en capacité justement d'apporter des réponses. Je donnerai juste 2 exemples par rapport à ça. Allez, peut-être 3 exemples pour dire aussi peut-être en France on est particulièrement mal placé pour affronter ces questions, même si on pourrait toujours dire qu'il y a des dispositifs participatifs, mais qui, pour être participatifs, ne sont pas forcément démocratiques pour autant, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs participatifs où en fait la question elle est close d'emblée et on demande l'avis aux gens sur une question qui a déjà été tranchée, donc ce n'est pas exactement démocratique. La participation n'induit pas forcément automatiquement la démocratie. Mais je prendrais juste 2 exemples. C'était l'exemple de Europacity, non, 3 exemples. L'exemple de la 5G. Je vais même vous poser une question. L'exemple de la 5G, l'exemple d'Europacity et l'exemple du terminal 4 de l'aéroport de Roissy, des infrastructures, des technologies comme ça, quel est leur point commun? Vous me donnez à moi? En général. C'est des technologies zombies. Non, c'était pas ça. Alors, nous n'avons pas connu le même destin, puisqu'on a 2 projets qui ont été arrêtés et un projet qui a été validé, un projet de la 5G. Vous voyez pas, eh bien, chacun de ces projets a été soit arrêté, soit validé par le président de la République. C'est intéressant parce que moi, je ne savais pas qu'on élisait les présidents de la République pour opérer des choix techniques en la matière pour l'ensemble de la population. Dans l'exemple de la 5G, en plus, c'est particulièrement intéressant puisqu'il y avait 2 rapports de salariés d'Orange en interne qui avaient été produits pour dire que c'est une mauvaise idée d'aller sur la 5G. Même en termes commerciaux, on n'est pas du tout certain de tirer les marrons du feu. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a un déficit justement institutionnel pour que ces questions soient portées véritablement au plan démocratique. Alors, au plan démocratique, ça ne veut pas dire simplement en consultant les gens, en demandant leur avis, mais en leur donnant peut-être une capacité à enquêter sur ce type de questions, comme ça a été le cas notamment lors de la Convention sur le climat. On a assemblé un ensemble de citoyennes et de citoyens. On ne leur a pas demandé leur avis. C'est pas très intéressant en fait de demander l'avis des gens. Moi, mon avis, il n'est pas très intéressant sur plein de choses, donc c'est pour ça que j'évite de le donner. Par contre, à partir du moment où on commence à enquêter sur une question, là, on est en capacité effectivement d'émettre un avis, d'émettre des propositions. Et dans le cas de la Convention citoyenne sur le climat, en fait, ces personnes ont été assemblées et ont pu mener une enquête sur la question du climat, ont rencontré des experts, se sont documentés, etc. Et à l'issue de ce processus d'enquête, ont formulé des propositions, et qui étaient d'ailleurs, de l'avis général, des propositions tout à fait intéressantes, tout à fait ambitieuses, et qui ont montré qu'au-delà de leurs avis initiaux, eh bien, on pouvait aller à l'issue de cette démarche d'enquête sur des propositions tout à fait intéressantes. Donc voilà, ce type de... Et on sait bien quel a été le destin justement de la Convention citoyenne pour le climat. Donc ce type de démarches-là, qui sont des démarches à la fois d'enquête et des démarches démocratiques, soit ce sont des démarches qui font défaut, soit ce sont des démarches qui, lorsqu'elles sont mises en place, effectivement, n'ont pas forcément derrière l'autorité pour que les mesures soient suivies des faits, alors qu'on voit bien que le type de mesures, le type de propositions qui en émergent sont des propositions tout à fait intéressantes. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a un vrai défaut pour pouvoir trancher qu'est-ce qui est viable, qu'est-ce qui ne l'est pas, puisqu'il y a un enjeu si on va vers les technologies vivantes ou zombies vivantes, ou en tout cas des technologies dont on accepte que ce seront les technologies de demain, eh bien d'avoir pu mener l'enquête et puis de pouvoir finalement avoir les institutions qui permettent justement d'opérer ces arbitrages.
Bien, merci. Alors je vois que le temps passe, donc on va basculer dans la séquence questions avec le public, mais juste avant, j'ai une dernière question pour Théodore, pour justement ouvrir cette phase. C'est par rapport à ce que vient de dire Alexandre, qu'est-ce qui peut un peu orienter le choix sur ces technologies? Est-ce que les scientifiques peuvent avoir un rôle, et si oui, lequel? Alors, les scientifiques, c'est un terme un peu valise, hein. Alors, je vais peut-être me replacer du point de vue du biotechnologue que je suis pour essayer de parler de façon un peu plus centrée. Donc, nous, on a tout à fait conscience qu'on apporte en fait une brique à un processus. Et que les technologies là sont là pour ouvrir des univers des possibles. Mais qu'ensuite l'appropriation par les territoires, par les systèmes sociaux, les systèmes économiques va en grande partie déterminer en fait est-ce que c'est une technologie vivante ou une technologie zombie, va en grande partie, pas seulement, mais dépendre aussi de ça. Donc on essaye d'apporter notre contribution à la fois au développement des briques technologiques et peut-être au travail de projection de la façon dont ces technologies vont s'inscrire dans nos systèmes tels qu'ils existent, alors avec des échelles d'évolution qui sont plus celles des milliards d'années, des bactéries, des crises écologiques telles que l'apparition de l'oxygène, mais à l'échelle des systèmes humains, effectivement, ces technologies sur lesquelles on travaille, qui sont là pour ouvrir des possibles en termes d'évolution des systèmes. Comment est-ce qu'elles sont susceptibles d'être appropriées par les systèmes, les organisations, y compris les institutions, mais aussi les industriels, les acteurs environnementaux, les associations. Et donc c'est vrai qu'on fait aussi des travaux, pas seulement technologiques, mais de réflexion presque prospective de la façon dont ces systèmes techniques peuvent s'intégrer dans des schémas d'organisation. En utilisant différents outils tels que l'analyse environnementale. Donc on essaye même si on travaille sur des technologies qui n'existent pas encore et que c'est un travail un peu délicat parce qu'on n'a du coup pas de données vraiment robustes sur les flux, etc. À partir des connaissances qu'on développe au laboratoire, on développe des modèles qui nous permettent d'extrapoler et d'essayer de se projeter sur des ordres de grandeur pour essayer de réfléchir de façon prospective à la façon dont ces systèmes-là pourraient influer par exemple sur le bilan carbone, des filières de traitement de déchets, sur les consommations énergétiques, sur l'utilisation, tout ce qui sont les catégories d'impact d'une analyse de cycle de vie pour les gens qui connaissent, donc de façon un peu prospective pour orienter aussi nos décisions techniques et scientifiques sur est-ce qu'on va travailler plutôt sur la nature de l'électrode, sur la membrane ou sur le couplage entre cette installation-là et le système technique dans lequel ça va plus large, dans lequel cette brique technologique va s'intégrer. Donc notre contribution porte sur la brique technologique, mais aussi sur des scénarios prospectifs qu'on essaie de documenter au mieux avec des données factuelles. Et dans des projets actuels, on essaye aussi de se projeter. On travaille avec des économistes et des sociologues qui pourraient imaginer des chaînes de valeur à partir de produits qu'on pourrait générer à partir de nos déchets et de nos eaux usées, pour voir comment est-ce qu'on pourrait créer à petite échelle, parce que les systèmes sont tellement complexes. Il faut dire aussi une chose, c'est l'inscription d'une technologie dans un système aussi complexe que la société. On peut faire des scénarios, etc., mais ce qui va se passer vraiment, c'est comme quand la beauté de la biologie, c'est on fait une expérience, on n'est jamais sûr du résultat. Là, je pense que ça sera un peu la même chose. Donc on pourra avoir des organes d'arbitrage. Je ne sais pas s'ils seraient tout à fait, même dans toute leur sagesse et leur volonté de concertation, je ne suis pas sûr qu'ils puissent envisager. Donc, la différence entre le labo et la réalité. C'est ça. Donc on essaie d'imaginer aussi des systèmes à petite échelle qui puissent créer en fait des systèmes expérimentaux, mais dans lesquels les technologies sont déjà déployées et s'inscrivent dans des systèmes sociaux à petite échelle, pour essayer aussi d'imaginer ce que pourrait être le futur et les orientations technologiques. Donc c'est effectivement notre contribution. Vincent voulait juste réagir. Il va compléter sûrement parce que j'ai vu des bras se lever furieusement, donc je crois qu'il y a des questions brûlantes. Très court, c'est pour souligner la complexité qui vient d'être étasse. Alors c'est de la prospective, mais ça va forcément être multi-échelle, avec une gamme de facteurs qui sont
très importante. Et du coup, il y a ce paradoxe qui est que même pour décélérer, c'est-à-dire pour arrêter certaines technologies zombies, vous avez besoin probablement de ressources de type des jumeaux numériques d'intelligence artificielle très importantes dans un premier temps, et que la complexité ne va pas s'arrêter parce que précisément, on a commencé un cycle irréversible d'évolution des conditions à grande échelle qui vont transformer peu à peu chacun des organismes locaux. Donc on est parti pour un travail d'ingénierie multi-échelle, prospectif, mais qui va être récurrent. C'est-à-dire on n'arrivera pas à se stabiliser tout de suite. Ce qu'on va essayer, c'est d'avoir un couplage qui soit le meilleur possible en s'améliorant, peut-être en cherchant donc le progrès, c'est d'essayer de faire toujours mieux, mais en n'étant pas forcément optimiste sur le fait que les choses iront mieux. Hein. Les choses iront peut-être en se dégradant, mais on essaiera de toujours faire mieux pour essayer de compenser, réparer, régénérer, diminuer notre impact. Merci. Est-ce qu'il y a, j'ai cru voir des mains se lever vers le fond. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence absolument passionnante et enfin, les 3 points de vue scientifiques qui ont apporté des choses très intéressantes. Moi, je venais en fait parce que le terme décroissance qui a été évoqué à plusieurs reprises me plaît beaucoup. On a tendance à l'opposer justement à cette notion de technologie d'avenir. On pense que la décroissance, c'est la fin de l'innovation. Alors j'aimerais vraiment qu'on mette fin à cette idée. Parce que ça a même été dit à demi-mot dans la conférence que oui, en fait, avec les progrès et l'innovation qu'on a aujourd'hui, on pourrait aller vers du bien-être, on pourrait aller vers du moins de travail. Mais c'est le capitalisme et le PIB, la mesure capitalistique de notre richesse et de notre monde qui fait qu'aujourd'hui, on va vers le monde vers lequel on va. Du coup, comment décorréler cet imaginaire de la croissance, de celui de la technologie et de l'innovation, et comment peut-être présenter un nouvel indicateur que celui du PIB qui serait peut-être plus juste et qui pourrait nous amener vers des changements structurels et bénéfiques pour tout le monde. Alors, je vais répondre à la première partie. Toi, je te laisse l'indicateur. Bonne chance. La première partie, c'est en effet, il faut que le progrès ne soit pas imaginé comme une course vers l'avant, comme je l'ai dit. Le progrès, ce sera ce qui fera des technologies d'avenir, celles qui nous offriront un futur moins éphémère. Et par conséquent, elles peuvent se trouver dans le passé, dans le présent, dans le futur. On doit être ouvert sur toutes les contributions. Si on trouve des technologies pour capturer le carbone, ça n'empêche pas qu'il faut quand même il faut limiter notre empreinte carbone. Les deux choses vont ensemble. Ce que j'utilise moi comme métaphore, comme analogie, et qui vient de Simondon, j'ai rien inventé, c'est que on a tout le temps vécu le progrès à travers des crises de croissance, justement. Un système croissait, il n'arrivait plus à fonctionner sur son mode d'organisation et il était obligé de détruire certaines unités, de reformer d'autres unités plus synergiques et ça lui permettait de se remettre à croître. Or, on est arrivé au bout de ce chemin. On ne peut pas espérer un système encore en croissance. On est arrivé aux limites. C'est-à-dire, on n'est plus, les conditions initiales ne sont pas ce qui détermine le progrès. Maintenant, c'est les conditions aux limites. C'est un changement de perspective. Et il faut réagir et essayer de nous transformer. Et ça correspond en fait à une expérience très humaine. Ça correspond à quelque chose qui commence à me préoccuper, c'est la vieillesse. C'est-à-dire, quand vous vieillissez, vous ne pouvez plus espérer être dans une augmentation d'activité permanente. Vous devez vous dire qu'il est encore possible de faire mieux, mais à condition de faire moins. Et donc, il faudrait que nos sociétés perçoivent que dans notre évolution civilisationnelle, en fait, on est sans doute dans une phase où il faut avoir un progrès qui va avec la réduction d'activité, et tout simplement pour faire encore mieux, même si d'une certaine manière c'est la preuve qu'on a vieilli dans notre... Mais le vieillissement, ça vous apporte aussi de bonnes choses, et normalement, je parle pour ma paroisse, hein, c'est-à-dire pour ma chapelle, en tant que philosophe, mais c'est une certaine sagesse qui manque à l'humanité. Alexandre, vous voulez répondre à la deuxième partie? Alors, je compléter la première et oublier la deuxième partie. Je vais compléter la première et puis je répondrai brièvement sur la deuxième. Alors, je suis en grande partie d'accord avec ça. Après, de fait, la place des technologies du point de vue du corpus, notamment de la décroissance, qui est lui-même varié, n'est pas toujours une place évidente. Il y a aussi un corpus
anti-industrielle, anti-technologie qui existe. Et d'ailleurs, récemment, un théoricien assez connu au plan mondial de la décroissance, Jason Hickel, a publié un article donc cette année qui expliquait qu'effectivement, il fallait arriver à penser les technologies du point de vue de la décroissance et de ne pas abandonner cette question de la technologie, ce qui est un reproche qui peut être fait effectivement assez fréquemment aux décroissants, qui est parfois juste selon les orientations, il y a des orientations anti-tech, et parfois qui ne l'est pas, et lui essayer d'embrasser une orientation où on pouvait se réemparer des enjeux de technologie d'un point de vue décroissant. Mais il y a aussi un travail à fournir, parce que ce n'est pas forcément aligné avec toutes les tendances de la décroissance. Pour reprendre un petit peu un propos de Benjamin Bratton, alors qui lui n'est pas un théoricien de la décroissance, mais qui est un penseur contemporain, je trouve extrêmement intéressant, il disait, à partir du moment où on dit que le problème de l'anthropocène ça, est lié à l'industrie, une réponse évidente, c'est sortir de l'industrie. Un petit peu dans une optique comme ça, sauf que lui dit que ça n'est pas possible. Et que cette réponse un peu automatique, si on peut amener ce type de réponse, mais effectivement, on ne sort pas forcément de l'industrie comme ça. Et d'ailleurs, si on renonce à un certain nombre de conséquences de ce développement technologique, alors je ne parlais pas forcément d'innovation, parce que je pense que l'innovation, c'est aussi un cadre managérial avec lequel il faut rompre, qu'on peut parler d'invention, qu'on peut parler de tout un tas de choses, mais qu'il faut aussi mettre à distance ce cadre-là, ce cadre de la destruction créatrice, si on veut. Si on renonce aussi à l'efficience de nos technologies et qu'on bascule tout de suite vers des technologies, par exemple, dites low-tech, on peut arriver aussi à aller vers des technologies qui vont être très peu efficientes au plan environnemental. Et si on essaie d'avoir le même service avec ces technologies-là et qu'on les surutilise, en fait, le résultat écologique va être très mauvais. Donc, en fait, on est aussi dans des paradoxes. C'est pour ça que j'aimais bien l'exemple que prenait Vincent tout à l'heure, et que ça sert aux Pays-Bas, avec le côté alien, parce qu'on ne peut pas juste rebasculer vers un imaginaire romantique, du terroir, du local, j'allais dire par exemple comme Bruno Latour, du terrestre, ça n'est pas suffisant, et cet imaginaire-là, d'ailleurs, au plan environnemental, n'est pas forcément le bon, et c'est pas forcément le monde de demain. C'est pas une réactivation de cet imaginaire qui peut-être d'ailleurs n'a jamais existé, parce qu'on a toujours été dans un monde qui a été déstabilisé. Dans un récit aussi un peu. Voilà, dans un récit, dans un monde qui a été toujours déstabilisé par un progrès technique, et du coup on est dans une narration effectivement, et aujourd'hui on manque d'images pour imaginer ce que seraient véritablement les technologies de l'avenir, qui vont être beaucoup plus bigarrées sans doute que ce qu'on imagine aujourd'hui avec des composés de zombies, pas zombies, vivants, etc., etc. Je crois que si on veut prendre encore une question... Je réponds juste très rapidement sur la partie indicateur. Ah oui. Effectivement, il y a des... Alors, je ne vais pas très rapidement parce qu'effectivement, il faut arriver à basculer vers d'autres indicateurs. Il y a des choses qui émergent, notamment du côté de la comptabilité, qui essaie de prendre en charge justement les enjeux qui dépassent simplement le financier, ce qu'on appelle l'extra-financier, avec la question de la double matérialité qui est extrêmement débattue en ce moment, et notamment l'objet d'un conflit entre l'Europe et les États-Unis. Double matérialité, ça veut dire prendre en compte ce que les organisations font à l'environnement et ce que l'environnement fait aux organisations, et donc intégrer ça dans notamment ce qui s'appelle la taxonomie verte aujourd'hui, qui va définir vers quoi on doit investir demain au niveau européen, c'est-à-dire des activités qui sont viables versus, pour aller très très vite, des activités qui ne le sont pas. Tous ces indicateurs, ça peut être justement un support pour réimaginer d'autres formes de valeurs demain, et c'est très très politique, et c'est l'objet en ce moment, comme j'indiquais, d'affrontements notamment entre l'Europe et les États-Unis. Donc il faut aussi se tourner vers ces choses-là pour esquisser une réponse. Ce n'est pas une réponse massive à cette question-là, mais c'est quelques éléments qui permettent d'avoir aussi des éléments de réponse. Tu as la comptabilité triple aussi, mesurer le profit financier, mais le capital social aussi humain, des gens qui travaillent dans l'entreprise, des partenaires, et le capital écologique, c'est-à-dire que les entreprises aient à rembourser la dette vis-à-vis de la nature, rien que par le fait qu'elles existent. Ça pourrait être un outil de gestion très intéressant. Une belle réponse complète à votre question. Du coup, on va prendre une dernière. Désolé, vous avez été trop passionnant. On va avoir une question, allez-y. Je ne sais pas qui a le micro. Ouais, devant. Non, ça ne marche pas. C'est bon là ? Ouais. Oui. Bonjour. Alors moi, il y a un petit mot que je n'ai pas entendu dans cette conférence et que j'aime bien, et je voulais vous demander votre avis dessus, c'est la question de l'autonomie. Pas la question de l'autonomie solitaire, une autonomie collective, une autonomie dans le sens de la dépendance choisie à des pairs. Et quand j'entends quelques exemples, comme par exemple la question de l'agriculture numérique et l'agriculture hors sol, etc., l'hydroponie, en fait,
c'est des modèles agricoles qui sont hyper situés dans un système technologique très complexe avec des chaînes de dépendance à des industries très très longues. Et en fait, tout ça, ça donne un système hyper instable qui, d'une part, se repose sur du capital technologique qui est accumulé et qui permet d'atteindre des systèmes comme ça avec complètement fermés d'agriculture hors sol. Et dans un sens, en fait, ces systèmes qui sont à la fois pas très robustes et donc pas très stables, et à la fois pas forcément... ça rend difficile la visibilisation des impacts écologiques parce que ces chaînes de valeur sont très longues. Comment on... J'essaye de faire vite. Et donc, ce qui me dérange un petit peu avec ces systèmes-là, c'est qu'on a pas mal de systèmes agricoles qui sont écologiques et qui ne sont pas technologiques dans ce sens-là, pas de très longues industries, qui sont la permaculture, l'agroécologie, etc. Comment intégrer cette question de l'autonomie dans le débat sur la technologie pour réduire les échelles, en fait, sans prendre seulement en compte l'optimum écologique. Je te dis un mot, et en fait, Alexandre est un spécialiste. Dès que tu es en réseau, tu es en hétéronomie, en autonomie relative par rapport au réseau. Donc, mais en même temps, tu te dis que tu veux préserver l'autonomie, mais que tu as besoin de solutions qui agissent à toutes les échelles. Donc de toute façon, il va y avoir une tension là-dessus. Ensuite, l'imaginaire précisément des gens et des décroissants est extrêmement varié et riche sur cette question. Tu peux peut-être dire un mot, Alexandre ? Oui, c'est une question qui est tout à fait intéressante. Comme l'a dit Vincent, il faut arriver en fait à penser, je crois, l'hétéronomie qu'on veut se choisir. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à... Je pense que c'est illusoire, effectivement, vous l'avez dit dans votre question, de viser une autonomie à peu près complète et qu'on doit être sur des modes un peu impurs. C'est-à-dire de dire à un moment donné, on a aussi une hétéronomie à un endroit sur lequel on ne pourra pas arriver à négocier, mais cette hétéronomie-là, on est d'accord finalement pour l'intégrer à un système, ce qui veut pas dire effectivement maintenir les systèmes actuels avec leurs chaînes logistiques, etc., etc. Par contre, je pense que dans le monde de demain, les chaînes logistiques ne vont pas disparaître et qu'un imaginaire peut-être trop justement terrestre où toute cette couche-là aurait disparu n'est pas non plus envisageable. Et donc après, ça se discute au cas par cas de façon extrêmement technique. C'est difficile d'avoir un regard en disant justement hétéronomie complète ou autonomie complète, c'est plutôt au cas par cas comment est-ce qu'on arrive à se réautonomiser, mais tout en ayant des poches d'impureté hétéronomes avec lesquelles de toute façon il va falloir négocier. C'est un exemple très très intéressant et sur l'agriculture notamment, on voit tout le débat, par exemple, je termine, autour, il y a un livre là, qui a été publié en français, je crois, de Georges Monbiot, entre un imaginaire justement de l'agriculture demain qui est effectivement un imaginaire un peu permacole, un imaginaire du terroir, une certaine forme d'autonomie, d'un autre modèle d'agriculture qui est effectivement subversif par rapport à un modèle aujourd'hui qui est complètement à bout de souffle et qui a son intérêt. Et en même temps, toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut nourrir une population à 8 milliards juste avec ce modèle-là ? C'est pas du tout certain non plus. Et donc, quel va être le modèle qui va émerger de ça ? Je pense qu'il faut vraiment rentrer dans cette question pour pouvoir répondre. Moi, je ne peux pas répondre aujourd'hui juste à partir d'un parti pris idéologique, par exemple. Oui. Eh bien, merci à vous.